Bienvenue sur Zoom In. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant. Une icône, un temple de la consommation, Ikea. Derrière ces meubles en kit et ces boulettes de viande se cache une histoire pleine de rebondissements, d'innovations, mais aussi de controverses. On va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre comment cette petite entreprise suédoise est devenue un empire du meuble. Et croyez-moi, l'histoire d'Ikea est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle commence avec un personnage hors du commun. Ingvar Kamprad, un homme au destin marqué par une tragédie familiale et des choix controversés. D'accord. On commence donc avec Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. On sait qu'il a eu une enfance assez particulière, marquée par le suicide de son grand-père. Absolument. Akim Kamprad, le grand-père d'Ingvar, était issu d'une famille aristocrate allemande. Il est tombé amoureux de Franziska, une femme de condition modeste. Ce mariage a été désapprouvé par sa famille, ce qui les a obligés à fuir en Suède pour recommencer à zéro. Akim a investi ses dernières économies dans une ferme, mais il a eu besoin d'un prêt, que la banque a refusé. Désespéré, il a fini par mettre fin à ses jours, laissant Franziska seule, avec 3 enfants à charge et un 4e en route. C'est une histoire tragique. Comment Franziska a-t-elle réussi à s'en sortir? Franziska était une femme, forte et déterminée. Elle a relevé le défi et a fait prospérer la ferme. C'est dans ce contexte difficile qu'Ingvar est né. En 1926, Franziska, sa grand-mère, a joué un rôle crucial dans son éducation. Elle lui a transmis des valeurs de travail. De persévérance. Mais aussi, malheureusement, des idées nazies. Attendez, vous dites que la grand-mère d'Ingvar Kamprad était une nazie. Oui, Franziska était une fervente partisane du nazisme, elle admirait Hitler et pensait que l'Allemagne nazie était un modèle pour le monde. Ses convictions ont eu une influence néfaste sur le jeune Ingvar, qui a adhéré à des groupes de jeunesse nazis pendant son adolescence. C'est un épisode sombre de sa vie, qu'il regrettera plus tard. On imagine que ce passé nazi a dû causer quelques problèmes à Ingvar Kamprad et à Ikea. Mais avant de parler de ça, revenons au début d'Ikea. Comment cette entreprise est-elle née? Ingvar a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Dès l'âge de 6 ans, il vendait des allumettes aux voisins, puis s'est lancé dans la vente de cartes de Noël, de décoration, de poissons, de stylos. Il avait un talent naturel pour les affaires. C'est comme ça qu'il a créé Ikea, en vendant des allumettes. Pas exactement. Ikea est né en 1943, grâce à un cadeau de son père, pour le féliciter de la fin de ses études. Son père lui a offert de quoi enregistrer une société. Ingvar a alors créé Ikea, qui était au départ une simple entreprise de vente par correspondance. Il vendait un peu de tout. Des stylos, des montres, des bijoux, des cadres photos. Et comment est-il passé des babioles au meuble? C'est venu quelques années plus tard. En 1948, Ingvar a ajouté des meubles à son catalogue. La demande était forte après la guerre. Et les meubles se vendaient bien. Il a vite compris que c'était un marché porteur. Et c'est là qu'il a eu l'idée géniale du meuble en kit. Pas tout de suite. Au début, Ikea vendait des meubles classiques, déjà assemblés. L'innovation du meuble en kit est arrivée plus tard, dans un contexte de concurrence féroce. Ah, c'est intéressant ça. On me dit dans l'oreillette qu'il nous reste moins de 5 minutes pour cette partie. Parlons donc de cette concurrence. Qui étaient les ennemis d'IKEA? Les ennemis d'Ikea, c'étaient les grands fabricants et distributeurs de meubles suédois. Ils voyaient d'un mauvais œil l'arrivée de ce petit nouveau, qui cassait les prix. Et comment ont-ils réagi? Ils ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils ont fait pression sur les fournisseurs pour qu'ils ne livrent plus Ikea. Ils ont essayé de l'exclure des salons professionnels. Ils ont même lancé des campagnes d'énigrement. On dirait une véritable guerre du meuble. Comment Ikea a-t-elle survécu à ces attaques? En faisant preuve d'ingéniosité et de persévérance, Ingvar a contourné le boycott des fournisseurs en se tournant vers des fabricants polonais, moins chers, et hors de portée de ses ennemis suédois. Et c'est dans ce contexte de crise qu'il a eu l'idée du meuble en kit. Alors, le meuble en kit, c'est une invention née de la nécessité. Exactement. Le boycott des fournisseurs a forcé Ingvar à trouver des solutions pour réduire ses coûts. L'idée du meuble en kit s'est imposée comme une évidence, en livrant les meubles démontés. Ikea réduisait les coûts de transport, de stockage Et d'emballage. et en plus, ça permettait de contourner le boycott des fabricants de meubles suédois. C'est un coup de génie. C'est une stratégie brillante qui a révolutionné l'industrie du meuble, le meuble en kit. C'est l'un des secrets du succès d'IKEA. D'accord. On a vu comment Ikea est née, comment elle a survécu à la guerre du meuble et comment elle a inventé le meuble en kit. On se retrouve dans la prochaine partie pour explorer les autres secrets de la réussite d'IKEA. Restez avec nous. Et le meuble en kit a eu un impact inattendu sur les clients. Ah bon? Racontez-moi ça. Le fait de devoir assembler eux-mêmes leurs meubles a créé un sentiment de fierté et d'attachement. C'est ce que les psychologues appellent l'effet IKEA. L'effet Ikea, c'est la première fois que j'entends parler. En gros,
Plus on investit d'efforts dans quelque chose, plus on lui accorde de la valeur. C'est vrai pour un meuble qu'on a monté soi-même, mais aussi pour une relation, un projet personnel. C'est fou ça. Donc Ikea a inventé le meuble en kit par nécessité. Mais cette innovation a créé un lien psychologique fort avec les clients. Exactement. Et Ingvar Kamprad a très vite compris le potentiel de cette découverte. Il a décidé d'aller encore plus loin, en créant un concept de magasin révolutionnaire. Le magasin Ikea tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec son parcours labyrinthique, son restaurant et ses milliers d'articles. Tout à fait. Le premier magasin Ikea de ce type a ouvert ses portes à Stockholm en 1965. C'est un pari risqué, mais le succès a été immédiat. Et qu'est-ce qui rendait ce magasin si spécial? Tout était pensé pour influencer les décisions d'achat des clients, sans qu'ils s'en rendent compte. Vous voulez dire qu'IKEA manipule ses clients? Disons qu'IKEA utilise des techniques de marketing très efficaces. Le magasin est conçu comme un labyrinthe, à sens unique, ce qui oblige les clients à parcourir l'ensemble de l'offre. Avant de pouvoir sortir, les meubles sont mis en scène dans des décors inspirants pour donner envie aux clients de les acheter. L'éclairage, la musique, les odeurs, tout est étudié pour créer une ambiance propice à la consommation. Et les restaurants, au milieu du parcours, c'est aussi une technique de marketing. Bien sûr, le restaurant permet aux clients de faire une pause, de se restaurer à petit prix et de repartir de plus belle pour leurs achats. C'est diaboliquement efficace. On comprend mieux pourquoi on ressort toujours d'IKEA, avec plus d'articles que prévu. Mais cette stratégie commerciale a-t-elle des limites? IKEA doit faire face à de nouveaux défis, notamment la montée en puissance du commerce en ligne et les préoccupations croissantes en matière de durabilité. Justement, parlons d'écologie. IKEA est souvent critiqué pour son impact environnemental. Que fait l'entreprise pour devenir plus responsable? IKEA a pris des engagements. En matière de développement durable, l'entreprise utilise de plus en plus de bois issus de forêts gérées durablement, réduit l'utilisation de plastique et propose des produits plus durables et réparables. C'est un bon début, mais est-ce suffisant? IKEA, comme toutes les grandes entreprises, doit faire des efforts constants. Pour réduire son impact environnemental, c'est un défi permanent qui nécessite des investissements importants et une vision à long terme. Et quid du commerce en ligne? Comment IKEA s'adapte-t-elle à cette nouvelle réalité? IKEA a développé sa présence en ligne, mais l'entreprise doit encore trouver le bon équilibre entre le physique et le digital. C'est vrai qu'IKEA a bâti son succès. Sur l'expérience en magasin, comment reproduire cette expérience? C'est le défi d'IKEA pour les années à venir. Créer une expérience digitale aussi immersive et attractive que l'expérience en magasin. L'entreprise explore de nouvelles technologies, comme la réalité augmentée, pour permettre aux clients de visualiser les meubles chez eux avant de les acheter. IKEA doit se réinventer pour rester leader sur le marché du meuble. Mais n'oublions pas que le succès d'IKEA repose aussi sur des stratégies financières, parfois controversées. Ah oui, parlons de la fameuse structure financière d'IKEA, un véritable labyrinthe conçu pour minimiser les impôts. C'est idiot. Pour faire simple, IKEA est détenu par une fondation néerlandaise, la Stichting NGK Foundation. Stichting NGK Foundation. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est l'une des plus grandes organisations caritatives au monde, mais c'est aussi un montage financier très complexe qui permet à IKEA de payer très peu d'impôts. Et c'est légal, tout ça. C'est légal, mais très controversé. IKEA est régulièrement accusé d'évasion fiscale. Donc, d'un côté, IKEA finance des projets humanitaires à travers sa fondation, de l'autre, elle est accusée d'optimisation fiscale agressive. C'est un paradoxe. Non. C'est la complexité d'IKEA, une entreprise qui veut faire le bien, tout en maximisant ses profits. On peut se demander si le succès économique justifie des pratiques fiscales contestables. C'est une question qui mérite d'être posée. On a parlé d'écologie, de commerce en ligne, de stratégie financière, mais il reste un sujet sensible qu'on n'a pas encore abordé. Le passé nazi d'Ingvar Kamprad. Oui, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Ingvar Kamprad a été membre de groupe nazi dans sa jeunesse. Comment expliquer un tel engagement? Il a été influencé par sa grand-mère, Franziska, une fervente nazie. Heureusement, Ingvar a reconnu ses erreurs et a exprimé des regrets sincères pour ses actions passées. Mais ce passé nazi a-t-il eu un impact Sur IKEA. Wie nicht dir. Bien sûr, IKEA a été confronté à des accusations de collaboration avec le régime nazi et même d'utilisation de travail forcé. Des accusations graves. Qu'en est-il vraiment? Il est difficile de démêler le vrai du faux. IKEA a toujours nié ces accusations, mais certaines zones d'ombre persistent. C'est une histoire complexe, qui soulève des questions éthiques importantes. Peut-on séparer le succès d'une entreprise des fautes de son fondateur? C'est une question difficile, à laquelle chacun doit répondre, selon sa propre conscience
On arrive au bout de cette deuxième partie. On a exploré les secrets du succès d'IKEA. Mais on a aussi vu que succès n'est pas sans ombre. IKEA est une entreprise fascinante, mais aussi controversée. Son histoire nous interroge sur les dérives du capitalisme, sur la responsabilité sociale des entreprises et sur les choix éthiques que nous faisons en tant que consommateurs. On se retrouve dans la dernière partie, pour une conclusion. Et quelques réflexions sur l'avenir d'IKEA. À tout de suite. Ouais, c'est ça. L'histoire d'IKEA, c'est vraiment une saga avec ses hauts et ses bas, ses innovations et puis ses controverses. On a vu comment Ingvar Kamprad, un entrepreneur visionnaire, a bâti un empire mondial à partir d'une idée simple. Endodesign accessible à tous. Ouais, absolument, le meuble en kit. Ce concept de magasin révolutionnaire, les stratégies marketing, bien rodées, tout a contribué au succès. Phénoménal d'IKEA. Mais ce succès a un prix. On a parlé de l'impact environnemental d'IKEA, de ses pratiques fiscales, controversées, et bien sûr du passé nazi de son fondateur. Oui, ce sont des sujets qui ternissent l'image et qui nous interrogent sur la responsabilité des entreprises dans le monde d'aujourd'hui. IKEA est un miroir de notre société de consommation, avec ses excès et ses contradictions. Oui, d'un côté, on a une entreprise qui propose des produits abordables, design, qui améliore le quotidien de millions de personnes. De l'autre, on l'accuse de contribuer à la surconsommation et à la dégradation de l'environnement. C'est l'un dilemme auquel de nombreuses entreprises sont confrontées. Comment concilier la croissance économique avec le respect de l'environnement et des valeurs éthiques? C'est ça le défi. IKEA a pris des engagements en matière de développement durable, mais doit aller plus loin. Repenser sa chaîne de production, utiliser des matériaux plus écologiques, proposer des produits plus durables, plus réparables. Et puis il y a la question du commerce en ligne. Comment IKEA va-t-elle s'adapter à l'essor du e-commerce, aux nouvelles habitudes de consommation? IKEA a déjà développé une présence en ligne, mais doit trouver le bon équilibre entre le physique et le digital. Le magasin reste un élément essentiel de l'expérience IKEA, mais il faut proposer une expérience en ligne, tout aussi attractive. C'est un défi de taille pour IKEA, mais aussi pour toutes les grandes enseignes, qui ont bâti leur succès sur le modèle du magasin physique. Oui, l'avenir d'IKEA dépendra de sa capacité d'adaptation, aux nouveaux modes de consommation, aux enjeux écologiques, aux attentes d'une société de plus en plus exigeante, en matière d'éthique. L'histoire d'IKEA est loin d'être terminée. L'entreprise continuera d'évoluer, de se transformer, pour rester un acteur majeur du marché du meuble. Et nous, en tant que consommateurs, on a aussi un rôle à jouer. En choisissant les produits qu'on achète, en privilégiant les entreprises responsables, on peut contribuer à un avenir plus durable, plus juste. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'univers d'IKEA. On espère que cette plongée au cœur de cette entreprise vous a apporté des éléments de réflexion. À bientôt pour un nouvel épisode.